Mali, et plus d'une semaine après la désignation d'un Premier ministre civil par le président de transition, les sanctions imposées par la CEDEAO continuent de peser sur le pays. Pourtant, à Accra, lors d'une entrevue entre les chefs d'État de la sous-région et le CNSP, le Conseil national pour le salut du peuple, Nana Akufo-Addo, président du Ghana et président d'exercice de la CEDEAO, avait assuré que les sanctions seraient levées, ce dès lors qu'un président et un premier ministre civil seraient désignés pour conduire la transition. Mais à l'évidence, il y a encore des préalables au retour du Mali dans le concert des nations. Quels sont les griefs que la CEDEAO a contre le CNSP? Y a-t-il effectivement des obstacles à la levée rapide des sanctions qui pèsent contre le Mali? Que dit réellement la charte de la transition sur la succession du président de la transition? Quelles concessions s'imposent à la junte Mali? Mokhtar Ouane, nommé Premier ministre de transition, quelles raisons expliquent le maintien de l'embargo de la CEDEAO? C'est le thème central de l'émission du jour qui sera donc consacrée à l'actualité au Mali. On revient juste après l'intermède. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Zoulen Lokossou, bonjour. Bonjour mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Alors, c'est une information qui vient donc de nous parvenir. Plus de 100 djihadistes ont été libérés dans le cadre des négociations pour obtenir la libération de 2 personnes, sinon personnalités, notamment Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique détenu, on le sait, depuis mars dernier par des terroristes, et de Sophie Petronin. Pourquoi libérer des djihadistes sans constater la libération effective des personnes détenues? Je vous remercie. Déjà, il faut se rendre compte que rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. S'il faut libérer autant de djihadistes pour avoir Soumaïla Cissé et cette expatriée française, il faut le faire dans un souci d'apaisement. Le deuxième paramètre, c'est qu'il faut libérer les djihadistes. Ils savent qui ils ont arrêté. Quel type de djihadistes veut-il libérer? Est-ce qu'il y a une liste qui lui a été adressée? Est-ce qu'il y a des personnalités Est-ce qu'il y a des personnes ressources au niveau de ces djihadistes-là qu'ils veulent voir en liberté? La question reste posée. Et bon, il ne faut pas oublier aussi que le Mali a besoin de paix, de sérénité. Et tout acte qui pourrait concourir, n'est-ce pas, à faire recouvrer la paix et la quiétude au Mali sera la bienvenue. Alors, le Gossou, pourquoi constater donc la libération de djihadistes avant, pourquoi pas, le retour des personnalités concernées? On parle d'une expatriée française détenue depuis 2016 et du chef de file de l'opposition politique malienne qui est, lui, pris dans sa région, le Tombouctou, aux alentours de mars dernier, en pleine campagne électorale. Bon, là, je crois que je vais prendre peut-être le contre-pied de ce qu'a dit mon vis-à-vis. Et c'est vrai, l'arrestation ou l'enlèvement de l'opposant Cissé, ça crée un choc, un choc sentimental. Mais on ne peut pas libérer des terroristes, des gens qui ont été jetés en prison, non pas forcément enlèvement, mais c'est parce qu'ils ont commis des crimes de sang. Alors, libérer ces gens-là, c'est comme si on a dégoupillé une bombe. Alors, qu'est-ce qui prouve que, en les libérant, Monsieur Cissé et la dame française là auront la garantie d'être remis aux autorités? Moi, j'en doute fort. Et je doute aussi qu'ils ne se reconstituent et reprennent leurs activités. Parce que quand les gens ont pris goût de l'argent facile, ils se livrent au trafic de cocaïne, un peu de tout, et ils en sont privés pendant un bon moment. Maintenant, quand on a libéré,
Si moi j'étais à la place, je ne sais pas si c'est seulement 100 qui sont en prison, mais on aurait dû dire, nous libérons peut-être 10, et quand nous aurons constaté l'effectivité du président de l'opposition, on pourra agir. Donc moi je crois que c'est de l'hérésie, ils ont mal posé, ils ont voulu régler un problème, mais c'est pour en créer un autre. Monsieur Blandac, c'est effectivement un risque que de libérer une centaine de personnes actuellement sur le territoire malien, des personnes considérées comme des djihadistes qui ont donc forcément des choses à se reprocher puisque détenus, surtout qu'on n'a pas encore constaté l'effectivité de la libération de l'opposant. Le président Ibeka, quand il était au pouvoir, garantissait que le chef de file de l'opposition allait bien, qu'il serait libéré très tôt. Finalement, on n'a rien vu jusqu'à ce que lui-même soit renversé, sinon déposé par l'armée. Aujourd'hui, on nous assure que l'opposant sera libre, mais toujours est-il qu'on règle un problème, soit, vous l'avez souligné, mais on en crée un, sinon plusieurs autres, parce qu'une centaine de djihadistes libres d'aller et de venir où ils veulent, ils ont déjà peut-être eu le temps de connaître à l'intérieur des prisons, connaître des positions, échanger, renforcer et tout. Il y a quand même un risque. Certainement qu'il y a un risque. Il y a certainement un risque. Parce que sans djihadistes de libérer, ça ne se serait pas fait comme si on libère, c'est pas un petit voyou à côté. Oui. Dans le règlement des conflits, il y a des spécialistes qui sont chargés de ce genre de questions. Et vous avez vu par le passé, le Mali a déjà eu de ce genre de tractation sous le président Hollande, si vous vous en souvenez, où on devait libérer des détenus français, n'est-ce pas, qui étaient gardés, je crois, depuis 2 ans. Et il y a des étapes dans une négociation. Il y a certainement des négociations qui se faisaient depuis dans l'ombre, que nous, vous et moi, nous ne savons pas. Et ces négociations-là ont certainement amené à cette conclusion qu'il faut libérer tant de personnes pour retrouver, pour recouvrer la liberté de Soumaïla Cissé et de Dame Petronet. C'est pas évident du point de vue sécuritaire non plus, parce que, comme l'a dit mon doyen, je suis entièrement d'accord, quand vous libérez des djihadistes, c'est pas comme des gens comme nous autres. C'est des gens qui ont du sang dans la tête, sur les mains, partout. Ils sont condamnables devant la justice. Mais dans un souci d'apaisement, et pour permettre, n'est-ce pas, aux ces deux personnages-là de recourir à leur liberté, il va falloir faire des concessions. Et c'est là où d'autres seront d'accord, d'autres ne le seront pas. Parce que ce n'est pas évident de voir des gens qui ont tué, qui ont commis des crimes mais vraiment abominables, se voir libérés au détriment d'une ou de 2 personnes. C'est inconcevable moralement. Mais du point de vue géopolitique et stratégique, oui, ça vaut parfois le coup de faire ce genre d'action. Non, moi, je ne partage pas tellement cet avis, parce que du temps de la Hollande, du président Hollande plutôt, le conflit était latent. Mais maintenant, ça s'est radicalisé. Ils ont occupé des territoires, commis des crimes de sang. Bon, et puis, ça dit que c'est inconcevable. Les gens qu'on a tués, innocemment, et on les libère sous prétexte que, bon, on veut la paix, on veut faire ceci. Mais ce n'est pas ce biais, parce que, en temps normal, on aurait dû liquider ces gens-là. Si Beka lui-même a été dégagé par la junte, c'est parce qu'ils ont tiré à vue avec des armes létales sur des Maliens. Alors, donc, on ne peut pas mettre des choses là, des prisonniers de ce acabit dans des conditions normales, dans des conditions normales, et puis dire sans garantie, on n'a aucune garantie. Ils sont évaporés dans la nature. Ils n'ont même pas, c'est pas quelque chose qui puisse indiquer, notre technologie n'est pas tellement développée qu'on peut les suivre à la trace. Donc,
je crois que les risques sont toujours grands. Hein. Maintenant, si ça se passe bien, c'est tant mieux. Voilà, alors parlons à présent de la transition. Le vrai obstacle semblait être la prérogative qui permettait au colonel Assimi Goïta, investi donc vice-président transitoire, de remplacer le président dans la transition en cas d'empêchement de ce dernier. Finalement, on a l'impression que le chemin vers un retour réel des civils au pouvoir au Mali est encore long. Je vous ai dit ici sur le plateau que la junte, moi, je n'arrache pas un bol à quelqu'un pour aller le donner, pour aller me trouver un autre propriétaire. La junte était et reste, n'est-ce pas, dans cette prérogative. C'est logique. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO demande la dissolution du CNSP. Mais qui va donner sa vie pour que quelqu'un d'autre qui n'a même pas participé au renversement d'Ibeka vienne poser, excusez-moi, vienne se poser dans le fauteuil. Ce fauteuil-là est sacré. Le fauteuil présidentiel, là, il est sacré. Que ce soit le fauteuil présidentiel ou celui de la vice-présidence, dans le cadre du Mali. Constatez aussi que la CEDEAO, sachant que d'une manière ou d'une autre, les militaires ne se laisseront pas faire, ayant choisi le président, ils ont mis le vice-président. Le Mali. Les Maliens ont choisi Assimi Goïta comme vice-président. Mais tout de suite, vous avez vu la CEDEAO monter au créneau pour dire non. Il n'a pas prérogative à être vice-président dans le sens d'avoir les mêmes pouvoirs de remplacement du président de la République. Donc, la CEDEAO continue toujours de bouter le CNSP dehors. Troisième point, c'est qu'elle demande la dissolution même du CNSP. Tout à fait. Donc, il se pose un problème, mais la CEDEAO, comme je l'ai dit, elle ferait mieux d'accompagner le Mali que de leur créer plus de problèmes. Le statut est fait. Il y a un président, un vice-président, et il vient d'être nommé un premier ministre. Alors, qu'attend la CEDEAO pour lever les sanctions? Le reste, ce sont des petits détails qui vont finir dans 18 mois. Il ne faut pas s'attarder dessus. Alors, le Kossou, est-ce que c'est vraiment un détail que de laisser le vice-président du CNSP, militaire, on le sait, qui a dirigé donc le putsch, avoir les prérogatives constitutionnelles de remplacer le président en cas de vacances du pouvoir? C'est comme si, en fait, on permettait à un civil de prendre le pouvoir, mais les militaires ont ou détiennent toujours la possibilité de renverser ce dernier. Oui. Ben, ce que moi je vois là, c'est un paradoxe. Il y a tellement de contradictions entre les présidents, les chefs d'État de la CEDEAO. Il y en a qui violent leur protocole additionnel là. Tout à fait. Les gens violent, ils font des coups d'État constitutionnels. Mais quelqu'un qui a déjà fini de brûler son mandat, il invente un truc pour dire, bon, on reprend, on remet le compteur à zéro, le thermomètre, on renverse les choses, et puis bon, lui, il s'accroche. Et on ne lui dit pas, non, ça là, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas parce que le Mali a adhéré à la CEDEAO que sa souveraineté doit être aliénée. Moi, je n'admets pas qu'on impose, on dit, on dicte tout à la chose là. Mais ils ont cherché un président civil, non? Les gens ne sont pas cons, comme il a dit souvent. C'est des militaires qui sont très réfléchis. Ils sont allés chercher un général. Démobiliser un général, c'est un général. Il est général à vie. Colonel-major. Colonel-major en plus. Au général. Donc, moi je crois que ces exigences-là, ça va servir à quoi? Ils ont peur de quoi? Mais les militaires, à tout moment, sont une entité appartenant au peuple. Et je dis que les lois, que ce soit là, ne sont pas au-dessus des peuples. Mais la souffrance endurée par les Maliens, mais est-ce que chacun d'eux, ce que nous vivons ici, c'est nous qui le savons? Donc ils sont trop loin d'être à côté de la vérité. Moi, je crois que c'est une ingérence flagrante dans les affaires, des choses-là. Mais que l'autre soit vice-président, mais pourquoi ils veulent qu'on dissolve le CNSP? Pourquoi? Mais c'est un organe. Ils ont mis ça en place et ils savent pourquoi ils l'ont mis. Alors, n'y a-t-il pas un risque du Donald Kossou, puisque le pouvoir doit revenir aux civils, que de laisser cet organe-là, qui a quand même eu le pouvoir et les aptitudes pour renverser un État,
C'est eux qui sont allés à la chasse. De continuer à exister. Oui. Même si on les oblige à faire disparaître le CNSP, mais les militaires sont là. Et ceux qui se disent civils, et ils sont vus par les militaires. Alors lorsque vous maltraitez votre peuple, attendez-vous. Si ce n'est pas Dieu qui peut descendre pour dire non, mettre fin à l'injustice, j'ai dit que les militaires constituent un ensemble du peuple. Donc c'est eux qui détiennent les armes et les armes appartiennent au peuple. C'est avec l'argent du peuple qu'on a acheté les armes. Donc moi, je suis contre l'accession pas des militaires par les armes, mais autant je suis contre les civils qui se disent démocratiquement élus et qui versent dans la dictature. Alors, c'est eux qui créent des problèmes. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où le vieux s'accroche. À 82 ans, à 77 ans, on veut toujours être là. Qu'est-ce qu'il y a là et un autre ne peut pas faire? Si demain, Dieu les enlevait, mais il y aura toujours des gens qui vont faire chose. Si c'est le militaire qui peut sauver le peuple, moi, je n'y trouve pas d'inconvénient. La CEDEAO n'a qu'à rester dans son champ d'action. Parce que il y a beaucoup d'injustices qui se passent. Et ils ont peur de quoi? Mais on a vu le président burkinabé, non? C'est la rue qui l'a fait partir, même si ce n'est pas des choses là. Mais je vous ai dit, avant, il y avait 3 modes d'entrée dans les fonctions suprêmes du chef de l'État. Ça, c'est les coups d'État. Ça, c'est les premières années de caprice de nos indépendances. Ensuite, la voie des urnes ou la volonté populaire. Des gens, les présidents, il y a des présidents qui ont été renversés ici suite à des soulèvements. Hein? Vous allez là-bas, à la bout du travail, il y a un symbole là. Ben, après, les feuilles agitées dans les rues, ils ont symbolisé ça. Alors donc, la CEDEAO doit revoir complètement sa stratégie. Parce que ceux qui finissent leur mandat et ne s'en vont pas, et qui font souffrir le peuple, mais pourquoi on doit tuer des enfants, des citoyens, pour accéder à un machin? Les militaires, c'est eux qui ont arrêté la boucherie au Mali. Donc on doit pouvoir les remercier pour le travail, le nettoyage qu'ils ont opéré. Voilà. Voilà qui est clair. Alors, la junte a donc renoncé à cette prérogative-là. Donc, le vice-président, le colonel Assimi Goïta, ne pourra pas remplacer le président de la transition, Bandao, en cas donc, de vacances ou en cas de problème. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose pour crédibiliser un peu plus la transition? Est-ce que, selon vous, c'était, je vais dire, une exigence normale du point de vue de la CEDEAO? C'est une vue de l'esprit. Celui qui est président du Mali aujourd'hui, il est militaire ou pas? Il a été. Quoi qu'on dise. Est-ce que dans sa tête, si aujourd'hui ça pète au Mali, il ne va pas prendre des décisions militaires? Il reste un soldat à tout point de vue, à tout égard. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que Assimi Goïta est encore en fonction. Il est très jeune. Il est de la trempe de président Sankara et autres. Qu'est-ce qu'on veut? De quoi à la CEDEAO en réalité a-t-elle peur? Du syndrome de la contagion. Ils ont peur que ce qui arrive au Mali, là, ne vienne à côté ici. Et comme l'a dit le doyen, et ça, je le remercie d'ailleurs de remonter cette remarque, comment vous pouvez comprendre que c'est des gens qui refusent d'abandonner le pouvoir viennent donner des leçons à ceux qui le prennent ailleurs? Attendez, vous vous foutez de qui? Vous prenez, ils se prennent des gens pour des briques de 12. C'est inadmissible. Et aujourd'hui, les peuples sont éveillés. Les peuples voient. On a en face de nous un peuple malien grand, solidaire et courageux. C'est grâce à ce peuple-là, et en partie aussi avec les militaires, qu'ils en sont arrivés à ce résultat. Que des décisions se prennent au Mali, ça n'engage que les Maliens, ça n'engage pas la CEDEAO. Et il va falloir que dans un futur proche, pour ceux qui ont des élections en cours là, de faire en sorte de choisir des panafricanistes
pour diriger désormais nos États. Et vous allez voir, ça va changer. Je le dis. Chaque peuple est souverain. Je le dis à haute intelligible. Les gens, quand je parle de panafricanisme, je mets quoi dans le panafricanisme? Une intégrité territoriale, une indépendance monétaire, une indépendance politique, économique, etc., etc. Ça passe par le panafricanisme. N'est-ce pas une vue de l'esprit? C'est pas une vue de l'esprit. On en parle depuis des lustres. Malheureusement, on est infiltré par des colons au col blanc. On a vu des gens promettre monts et merveilles, venir au pouvoir et ne pas suivre la droite ligne de tout ce que vous continuez de prôner. Quand vous rentrez dans la stratégie de conquête du pouvoir, pour la plupart, il n'y en a pas qui pèsent le pour et le contre. Vous prenez le pouvoir, et c'est ce que je reprochais d'ailleurs au CNSP. Au tout début du coup, il faut y aller, allez-y tout de suite. Assimi Goïta prenait le fauteuil présidentiel, il s'asseyait, c'est terminé, je suis président de la République, venez, on va discuter. Que se passe-t-il au Mali? Qu'est-ce que nous faisons pour y aller ensemble? Avec l'appui du CNSP, du M5 LFP, ils étaient déjà partis tout de suite. Mais ils sont restés là, à tourner en rond, à écouter la CEDEAO. Ça les a amenés là où ils sont. C'est pas grave. L'important, c'est que toutes les exigences de la CEDEAO ont trouvé, n'est-ce pas, oreille. Aujourd'hui, le vice-président Assimi Goïta ne peut pas faire office de président en cas de vacances du pouvoir. Et là encore, c'est une erreur grave de la CEDEAO. Pourquoi non? Dieu a la vie, Dieu donne la mort. C'est lui qui vous donne, c'est lui qui... Je ne le souhaite pas. Admettons que ce soit le cas au Mali. On recommence à zéro, on refait un autre coup. Dans les conditions actuelles. On désigne un autre président. Ça ne va pas être facile. C'est aussi facile à dire. Ça ne va pas être facile, je ne le crois pas. On n'a pas élu celui qui est là, mais... Celui qui est là non plus n'a pas été élu. Et celui qui va être désigné n'a pas été élu. Alors, on recommence le même scénario. La CEDEAO, franchement, qui s'asseye dans le siège là-bas, qui laisse les Maliens décider de leur sort. Seuls les Maliens savent ce qu'ils vivent. Et ces sanctions, je vous ai dit, elles n'ont aucune utilité. Le Mali, il est violable à tout moment. Les terroristes, ils rentrent comme ils veulent. La CEDEAO n'a ni les moyens, ni les drones, ni la capacité de contrôler un embargo. J'ai une vue de l'esprit, qu'on arrête de nous prendre pour des briques de tout, je le répète. Mais visiblement, il y a forcément des gens qui souffrent de cet embargo commercial et financier, puisque techniquement, les États limitrophes qui avaient la possibilité, puisque le Mali n'a pas de frontière avec la mer, les États limitrophes qui avaient la possibilité d'envoyer des vivres et qui faisaient commerce avec le Mali, officiellement ne le font pas. Donc il y a forcément des gens qui peut-être avaient déjà des difficultés financières, des difficultés pour assurer les repas journaliers, mais qui aujourd'hui, je vais dire, subissent le coût de ces sanctions-là. Mais on dirait que c'est quelque chose de planifié, prémédité. Parce que on ne peut pas accepter qu'un président, fût-il élu démocratiquement, mais renversé, il est allé, on l'a cherché, il n'y a pas eu de résistance. C'est comme ça. Mais tous les dictateurs, ils tombent et on dit vive le général, abat le général. Alors donc, moi, cette sanction qu'on impose, pour moi, est une sanction injuste. Parce que, il ne faut pas que l'Afrique se révolte. Parce que nous avons j'ai vu le vieux de 82 ans, là, hier, en Guinée, sur vos écrans, en train de crier. Vous voulez parler du président Alpha Condé. Alpha Condé, voilà. Donc, le même scénario se répète un peu plus loin. Et ça va être un effet de contagion, à part le président du Nigeria, Buhari, qui a dit qu'il faut qu'on respecte les constitutions dans leur esprit. Il a dit fermement. Oui. Donc il faut aussi reconnaître... Celui du Niger aussi. Oui, donc il faut aussi reconnaître qu'au sein de la CEDEAO, oui, il y a de bons chefs d'État. Il y a des caciques aussi. Il y a des gens qui ont pris le goût du pouvoir. C'est comme si c'est Dieu qui leur a donné ce pouvoir-là. Ils doivent régner sur la vie de leurs citoyens en faisant de n'importe quoi. Excusez-moi le terme. Mais je crois que le risque que les gens prennent, mais
la Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO. C'est retiré en temps. Tout à fait. Il y a l'Algérie. Quels que soient les machins imposés, mais les gens vont trouver toujours des machins, des voies de contournement. Mais ça qui est fait là, il y a 2 poids, 2 mesures. Parce que nous avons des gens qui briguent 1, 2, 3, 4 mandats, même, on dirait, un royaume, une royauté, et quand on quitte, c'est le fils qui vient. Mais on ne peut pas admettre ça ici, par exemple. Ça ne pourra jamais se passer ici. Non? Donc, moi, je pense que les gens doivent revoir leur schéma et revenir aux normes démocratiques. Parce que eux-mêmes, quand vous prenez les choses, mais j'ai vu la CEDEAO venir ici. Vous avez vu les conditions dans lesquelles on a fait des élections législatives en avril 2019. Ça doit rester, c'est ancré dans l'histoire. Où l'opposition n'a pas pu participer. Oui. Alors, est-ce que ça, c'est démocratique, ça? Mais on invente des choses antidémocratiques et on impose ça au peuple. On croit que tous les peuples sont là, comme il le dit, comme des briques de 12, et ils vont avaler n'importe quoi. Je crois que les temps vont changer. Sinon, s'ils ne se rattrapent pas, ils seront en retard. On ne sait pas comment ça va se terminer en Côte d'Ivoire. Hein. Même le vieux malien qui crie, guinéen plutôt, qui crie là, il ne sait pas comment ça va se terminer. Pour le moment, il a l'armée dans sa poche, mais il peut y avoir un fou. On n'appelle pas l'insurrection sur le plateau de Lokossou. On espère que tout se passe très bien dans tous les pays. Vous permettez que je renchérisse ce que dit... Il n'est pas dans le droit. Ce n'est pas une insurrection, ça. Et le type, il a fini son mandat. Oui, mais il y a une modification constitutionnelle. Ah non, ça ne donne pas droit. Vous trouverez toujours des constitutionnalistes pour défendre cette thèse-là de Lokossou. Non, ça, un bon constitutionnel ne peut pas défendre du faux. Donc, moi, je ne défends pas le faux. Vous permettez que je renchérisse un peu ce que dit le doyen sur 2 cas. Je prends le cas de l'embargo. Parlons toujours de l'embargo. Mais vous avez vu que le Maroc a envoyé des émissaires. Quand on pose un embargo à un pays, personne n'y va. C'est-à-dire les frontières terrestres et de l'air maritime sont fermées. Terminées. Et personne n'y rentre. Mais comment ça dit que le Maroc rentre? Le Maroc a envoyé un émissaire et ils ont même parlé de collaboration, de partenariat et tout ça là. Attends, où est l'embargo pendant que le Maroc était en train d'aller là-bas? Premier cas, le cas de la Guinée, comme il le dit. Attendez, on ne va pas continuer à accepter que des gens qui ont eu la chance d'arriver là-bas par hasard, je dis par hasard, parce que s'ils étaient arrivés correctement, ils ne se comporteraient pas de la sorte, quand même pourrissent la vie au peuple. Et c'est l'autre Daniel Diallo est monté au créneau il y a une semaine pour dire, mais la CEDEAO, on vous invite, venez nous entendre, nous. Mais vous avez eu le temps d'aller voir l'autre à côté pour vérifier les listes électorales. Mais ces listes électorales, est-ce qu'elles sont fiables? Mais vous avez le temps d'aller voir celui qui est au pouvoir. Et moi qui suis de l'opposition, qui vous écrit depuis 2 ans, vous ne répondez pas. La CEDEAO fabrique des conflits. Alors, au Mali existe désormais un président de la transition, secondé d'un vice-président militaire. Un mot sur la désignation du Premier ministre en la personne de Mokhtar Ouane, un ancien ministre des Affaires étrangères qui aujourd'hui donc se retrouve Premier ministre de la transition. Pourquoi avoir choisi des personnes du sérail en quelque sorte, un ancien ministre de la Défense comme président de la transition, un ancien ministre des Affaires étrangères comme Premier ministre de la transition? C'est pour contrôler leurs affaires. C'est eux qui sont allés à la chasse. Ils ont chassé le dictateur. C'est bon. Donc, et ils ne peuvent pas laisser le contrôle à des gens qui n'ont pas souffert, comme les Maliens. Moi, je dis que tout ça, c'est des appréciations subjectives que font nos chefs d'État là. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle vicieux. On veut... C'est comme si c'est un syndicat, il faut défendre les intérêts matériels, moraux et professionnels des présidents. C'est-à-dire que la fonction, ce n'est plus électif. Si c'est électif, on a dit 2 mandats. Moi, j'ai fait 2 mandats, j'ai quitté la CSA. J'aurais pu
tripatouiller comme d'autres l'ont fait, et puis rester. Et le président, personne ne pourra rien. Je dis, c'est les travailleurs. Et on continue de me revendiquer. Mais moi, je suis respectueux des tests. Ce n'est pas parce que on a peur du président Talon qu'on est parti. Je suis parti, Togino est parti. Et ceux qui sont là, s'ils finissent leur mandat, ils vont partir aussi. Ce n'est pas aux syndicalistes d'apprendre aux gens. Mais on va chercher les canards boiteux pour dire, bon, c'est constitutionnel. Est-ce que sur le plan démocratique, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, est-ce qu'on peut l'inscrire sur la palme démocratique? Ce qui se passe au Mali, est-ce que ça, c'est normal, ça? Mais c'est pas bon. Mais quelqu'un ne peut pas se lever ici, maintenant, finir son mandat et dire qu'il veut rester. Mais le peuple n'acceptera pas. Et il ne faut pas qu'il pense que tous les militaires, il y a des militaires qui réfléchissent bien, et tels que Assimi Goïta, que le peuple malien remercie. Et comme ils veulent un civil, on les a trouvé un civil déshabillé, mais qui est toujours militaire. C'est clair. Alors, le choix de Mokhtar Ouane dans ses ministres des Affaires étrangères, le choix du président de la transition Banda dans ses ministres de la Défense, est-ce que, selon vous, y aurait-il pas mieux valu prendre des hommes neufs? Bon, pour les hommes neufs, est-ce qu'il y en a au Mali? C'est la question que je me pose. Et le choix du Premier ministre est un choix plutôt technocrate. Oui, on a besoin de quelqu'un qui a une posture internationale, et qui a des ramifications avec quelques organisations internationales qui peuvent valablement négocier au nom du Mali. Mais il ne va pas faire ce qu'il veut. Il fait ce que lui demande et le président et le vice-président. Donc son pouvoir est limité. Mais je n'en disconviens pas, c'est le choix qu'il faut pour le Mali aujourd'hui. Par rapport au gouvernement, est-ce qu'il faut faire un gouvernement ministériel ou militaire à certains postes stratégiques, des civils à d'autres? S'ils ont déjà accepté et assimilé le principe d'un ancien colonel-major comme président de la République, il a beau il a beau se présenter sans treillis, mais il a toujours le réflexe militaire. Voilà. Non, le vice-président aussi est là. Mais on veut le pousser à partir. Ben alors, donc, moi je crois que le choix... Gouvernement mixte? C'est une question de souveraineté. On ne peut pas... quand le président togolais a nommé une femme ministre, bravo, au moins lui, il respecte quand même la question du genre. Bon, il a nommé 5 ministres. Il y a encore des militaires dedans. Donc, que la CEDEAO et le Mali en face de même, moi je ne vois pas. Le ministre de la Défense ou de je ne sais quoi là, à l'intérieur, il est toujours membre du gouvernement. Mais, sur quel fondement moral ou juridique même, on va leur interdire d'admettre des militaires au sein de leur gouvernement? Non, ça c'est une question qui relève de la souveraineté intime du peuple malien. Voilà qui est clair, donc mixité ou... Oui, mais écoutez, comme je l'ai toujours dit, c'est aux Maliens de décider. On ne s'assied pas dans un bureau de la CEDEAO là, pour décider de qui garde les frontières, qui garde le ministère des Finances, qui gère le pognon ou pas. Mais franchement, les Maliens, franchement, que dalle, ils n'ont rien à foutre de ça. Et moi, je leur conseille, franchement, de faire ce qui est bon pour le peuple malien d'abord. Mais visiblement, ils tiennent compte des avis. Non, il faut reconnaître que la junte fait des concessions à cause de son peuple. Oui. Tout ce que la junte fait là, elle ne fait pas ça pour elle-même. Quand Assimi Goïta décide de se retirer, laisser la place à Ndao, le président Ndao, etc., sont des concessions qui favorisent que les sanctions soient levées. Vous pensez que c'est... Quelque part, c'est bon, parce qu'il y a aussi le risque qu'on verse dans le totalitarisme. Non, je ne pense pas. Les militaires qui viennent au pouvoir, on a vu des militaires tout jeunes venir au pouvoir, notamment au Niger, et qui ont finalement cherché le 3e mandat. Quand un peuple vous applaudit, dans la rue, toutes les autorités se mettent ensemble pour dire... Des militaires ont aussi été
applaudi dans la rue. Non, mais ce que vous avez fait, franchement, bravo. Ce qui est mauvais ne doit pas être imité. Voilà, oui, mais donc il y a forcément un risque. D'où il faut au moins encourager ceux qui tiennent à ce que... Mais depuis qu'il y a la guerre là-bas, mais pourquoi les pays de la CEDEAO ne se sont pas retrouvés pour bouter dehors les djihadistes? Ah, ils le font, à travers notamment le G5 Sahel. Ah non, c'est une portion. Les pays concernés. Oui, mais... C'est les pays concernés par le mouvement. Alors, donc, les gens peuvent se laisser zigouiller. Et puis bon, l'exemple que vous donnez, que bon, un militaire qui vient, qui peut faire le totalitarisme, on a vu ça au Niger, ben, ça a été arrêté rapidement. Donc, il y a un autre qui l'a renversé tout de suite. Oui, donc, mais il y a un risque qu'il faut prévenir en essayant... Même avec les civils, il y a des risques. Ce dont nous discutons aujourd'hui, ben, si la CDA tire, les gens n'ont que 18 mois. Bon, bientôt, ça va faire 2 mois qu'ils ont liquidé leur bonhomme là. Alors, ben, ça prend effet pour compter de quand? Et quand ils vont remplir toutes les conditions qu'ils imposent. Ou bien la prestation de serment. Alors, moi, je ne comprends pas. Donc, moi, je crois qu'ils n'ont pas laissé les gens travailler. Moi, je ne suis pas d'accord avec la CEDEAO. Dans l'intérêt du peuple. Quand ils vont revenir, dire que c'est pour compter de la prestation de serment, c'est pour compter du fait de la levée des sanctions. C'est ça qui acte, au fait, l'accessibilité du Mali à la communauté internationale. Donc tout ça là, c'est une transition dans une transition. Il faut qu'on laisse, franchement, laisser les Maliens décider de leur sort et occupez-vous de vos dossiers à la CEDEAO. Alors, il y a une charte qui existe, qui a été élaborée, un document fondamental qui organise donc la transition et qui complète la constitution malienne sur laquelle elle prévaut en cas de contradiction. Pourquoi on n'a aucune version finale de la charte? On a l'impression qu'il y a un document qui est encore sous main quelque part et qu'on pourrait à tout moment ajouter certaines choses avant de le publier. Moi, je dis que le peuple malien est souverain. Ceux qui ont organisé leur coup, ils l'ont fait en réfléchissant. Ce n'est pas un truc improvisé. Et c'est pour arrêter la souffrance du peuple qu'ils ont fait. Donc c'est ce qui doit être dans l'intérêt. C'est ça, cet effort-là que la CEDEAO doit faire et comprendre les gens et non chercher à imposer une autre dictature. Parce que en faisant tout ça, c'est de la dictature déguisée. Donc moi je dis que je suis foncièrement contre la volonté des chefs d'État de verser dans 2 schémas, à dire que quelqu'un que peut briguer ad vitam un mandat en leur sein et il refuse le coup d'État. Mais le coup d'État, c'est pour mettre de l'ordre. S'ils n'avaient pas ça, il y aurait peut-être la guerre civile. Or, ils sont déjà dans une guerre civile, asymétrique comme ils le disent eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi, je n'y trouve aucun inconvénient. S'il y a une dictature qui veut s'imposer, mais si le peuple a les moyens de s'en débarrasser, se débarrasse rapidement, nettoyer là, et puis l'écurie, et puis reprendre. Donc, aujourd'hui, le Malien et le Mali a un président de la République civilo-militaire. Hein, civilo-militaire, je confirme. Un civilo-militaire, flanqué d'un vice-président, dont on ne veut pas voir. Hein? Alors que dans leur propre gouvernement, à quelques exceptions près, mais on a des militaires dans les gouvernements. Hein? Le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire est un général. Alors, voilà. Donc, un général en fonction, et qui porte le treillis. Oui. Je parlais du général Wagondo. Voilà. C'est une salade de fruits, cette affaire-là. Qu'on nous laisse avancer. Les Maliens ont besoin de manger, d'aller à l'école, se soigner. Ouais, au nord du Mali, il y a une épidémie là, mais qui tue. Une épidémie de paludisme qui fait des... Qu'on nous ils ouvrent les frontières pour que les gens puissent se soigner. Est-ce que depuis là, ils ont parlé, la CEDEAO a évoqué l'enlèvement de l'autre? Est-ce qu'il a essayé ça dans les considérants? Non, lui, il ne pèse pas, on peut le tuer. Monsieur Dalen, il a parlé, c'est vous-même qui l'avez dit maintenant, que ça fait longtemps, on néglige ceux qui s'opposent. Or,
la démocratie, la contradiction est nécessaire. Tout à fait. Et le Kouzou, est-ce que vous ne surestimez pas les aptitudes réelles de la CEDEAO? Est-ce que, visiblement, par rapport à certains pays, beaucoup de chefs d'État présument de ce que vous avancez, c'est-à-dire la souveraineté des États, à disposer de leur peuple, de leurs décisions internes. Donc, en fait, je trouve que c'est peut-être un peu trop tapé sur la CEDEAO que de lui reprocher de ne pas s'immiscer ou de ne pas aller au front quand les chefs d'État sont encore en place et cumulent pratiquement tous les pouvoirs. Est-ce qu'en réalité, le problème n'est pas forcément de revoir déjà le mode de gouvernance dans nos États, puisqu'on a des régimes présidentiels d'abord avec des chefs d'État extrêmement forts. De gouvernance même de la CEDEAO. Et lorsqu'un chef d'État, si un individu quelconque qui n'est pas au pouvoir et tire sur quelqu'un, il est pris tout de suite. Tout à fait. Mais si c'est un chef d'État en fonction qui donne les ordres malsains pour dire bon, les gens manifestent à main nue, il faut tirer et on tue des citoyens gratuitement. Bon, la CEDEAO n'émet pas d'opinion. Donc moi, je ne... Dans cet suis état, pas... la CEDEAO est montée au créneau. Non, et ça a donné quel résultat? Oui, mais la CEDEAO n'a pas le pouvoir d'aller déloger les chefs d'État. Ah donc il n'a pas le pouvoir aussi de mettre des sanctions. Alors, si c'est le cas, pourquoi il impose un truc, quelqu'un qui ne doit... un civil? Mais avant d'être militaire, le type, il est civil. Donc, il a appris le métier des armes. Si avec des civils, peut-être que Ibeka serait toujours là, dans sa tour d'ivoire là. Alors, transition de 18 mois... Je continue. La charte prévoit... Non, nous allons... Bon, d'accord. Il y a allez-y. L'émission est carrément à sa fin. La charte prévoit donc la création d'un organe législatif de 121 membres. Elle stipule donc que les putschistes du 18 août bénéficient de l'immunité et ne peuvent être arrêtés pour leur implication dans ces événements. Votre avis rapidement par rapport à cette affaire d'immunité-là, parce que c'est visiblement un point saillant de ce que prévoit la charte. C'est la contrepartie de ce que la CEDEAO réclame aux militaires. Quand vous faites des concessions, les militaires font des concessions de l'autre côté, vous êtes obligé aussi de leur en faire. C'est aussi clair que ça. Et pour ne pas être long, les deux dictatures qui pourrit la vie au Ouest africain aujourd'hui, c'est bien la dictature de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. C'est pas des militaires qui sont à la tête, ce sont des civils. En quoi ça peut vous gêner? Lorsqu'on a encore des immunités. Encore que la dictature, c'est votre avis à vous. Non. Lorsqu'on accorde. Non, votre avis à vous. Non, lorsqu'on accorde l'immunité. On accorde l'immunité à des gens. C'est pour des raisons, c'est peut-être pour les récompenser. On a accordé l'immunité ici au président Feu Mathieu Kérékou. Mais ça n'a gêné, au contraire, ça a consolidé la paix. Donc, il y avait des faits. Bon, on ne peut pas rappeler tout ça là sur le plateau. Donc, c'est au peuple de jauger, de juger, de savoir ce qui est bon pour le peuple. On ne peut pas prescrire des choses de loin. Comme une ordonnance de pharmacie. N'avez-vous pas l'impression rapidement que la volonté populaire a été un peu prise en otage par le CNSP? Parce que visiblement, le M5 RFP qui a conduit les manifestations monstres au Mali n'a pas forcément voix au chapitre où nous parlons. On a l'impression que le CNSP parle au nom du peuple. Non. C'est l'impression que c'est ce que ça traduit. Non, bon, c'est pas les Maliens, c'est une partie, même le F5 dont vous parlez là, c'est une partie du peuple. Donc c'est pas tout le Mali qui s'est révolté un beau matin pour dire Ibeka, vas-y. Donc moi je ne trouve pas que ce soit qu'on interprète ça là comme une prise en otage. Au contraire, c'est la CEDEAO qui veut prendre le peuple malien en otage. Mot de fin. Écoutez, moi je demande au M5 RFP de se préparer pour les présidentielles prochaines. Voilà. Qui se mettent un peu de bémol pour atteindre information, je précise que ni le vice-président ni le président ne pourront candidater à une élection. Raison de plus. Donc vous êtes sous le mandat d'un consultant pour le terrorisme sur des questions de protection de sécurité. Face à vous aujourd'hui, le grand militant des droits de l'homme de Lokossou, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, panafricaniste. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.